Sabine Procoris, bonjour. Vous êtes philosophe, psychanalyste. Vous publiez ce livre, Le Mirage MeToo, qui est une sorte de pavé dans la mare de l'unanimisme et de l'uniformisation de la pensée autour de ces questions des violences faites aux femmes. Ce livre est très intéressant parce qu'il part d'abord précisément des textes, des propos, de tout ce qui est dit par ce courant MeToo dans toutes ses formes. Et nous allons partir de là. Votre point de départ, c'est la manifestation, d'abord l'interview d'Adèle Haenel à Mediapart et ce qui en a suivi, c'est-à-dire la mise en avant d'Adèle Haenel comme incarnation de ce mouvement MeToo qui avait surgi avant. Donc on va partir du cas Adèle Haenel et vous allez nous expliquer pourquoi il vous a intéressé. Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai mis un peu de temps à clarifier mes idées sur ce mouvement MeToo parce que, évidemment, la bonne nouvelle, on pourrait dire, c'est que de nouveau, la question du féminisme était mise sur le devant de la scène, alors que pendant de nombreuses années, moi, ce que j'entendais par-ci par-là des jeunes femmes, c'est « Ah, le féminisme, on s'en fiche, c'est une vieille histoire. » Maintenant, ce qui est important, c'est l'antiracisme. Donc la question féministe est revenue sur le devant de la scène, mais seulement d'une manière qui, moi, m'a très très vite questionnée. Donc je suis restée un petit peu en retrait et est arrivé en effet cet événement, cet épisode sur Mediapart, à savoir l'interview d'Adèle Haenel, tout le monde a appelé un témoignage. Moi, j'appellerais ça plutôt une séance d'accusation publique, qui accusait donc le cinéaste Christophe Ruggia, avec qui elle avait tourné quand elle était adolescente un film qui s'appelait Les Diables, avec un autre adolescent, d'attouchement, de diverses choses, encore que sur le plateau de Mediapart, ce qui était très intéressant, c'est qu'il a très peu été question de tout ça, on y reviendra, sauf d'une manière particulièrement étrange à la fin. Mais moi, ce qui m'a intéressé, si vous voulez, surtout, ce qui m'a frappé, bon, c'est pas tellement la séquence elle-même qui était une séquence longue, puisqu'il y a eu 1 heure d'interview d'Adèle Haenel, avec sur le plateau Adèle Haenel, la journaliste Marine Turki et Edoui Plenel. Et ensuite, il y avait 1 demi-heure de mode d'emploi de ce qu'on devait entendre, délivré par Iris Bray, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Le regard féminin. Et elle expliquait ce qui était très frappant dans cette demi-heure, c'est que, en fait, elle n'a parlé que de Polanski, qu'elle appelait Violansky. Bon. Donc, bon, déjà l'épisode en lui-même, quand je l'ai regardé, m'a un peu laissé perplexe, mais surtout ce qui m'a questionné et inquiété, c'est l'effet massif d'hypnose collective de cette séquence. C'est-à-dire tout le monde, la classe politique entière, commençait à s'extasier sur ce moment extraordinaire, y compris Brigitte Macron qui a salué le courage d'Adèle Haenel. Enfin, tout le monde était unanime. Ensuite, ce qui m'a aussi fait assez peur, je dois dire, c'est que dans les heures qui ont suivi, Christophe Ruggia a été viré de la Société des réalisateurs de films, sans procès, sans rien. Il y a eu un texte assez embarrassé dans Libération qui avait toujours soutenu le travail de Christophe Ruggia, mais qui ressemblait à une notice nécrologique en fait. Donc c'était l'enterrement de ce type. Et je précise que nous avons publié dans Marianne un article tout à fait. Et par la suite, j'ai lu votre la contre-enquête. C'est ça. Et par la suite, je cite ce texte, ce travail dans mon livre. J'ai lu votre contre-enquête, c'est-à-dire vous avez très bien montré, évidemment, à quel point le travail de l'enquête de Marine Turki était à charge, exclusivement à charge, et vous avez, je crois, fait une démonstration assez claire des problèmes posés par ce type de méthode. Accessoirement, notre journaliste Gabriel Libert a été le seul à ce moment-là à essayer de joindre Christophe Ruggia et d'avoir sa vision des choses, parce que la question du contradictoire est absolument fondamentale, et c'est une question qui court tout au long de votre livre, la question du droit, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre une séquence comme celle-ci, qui, vous le dites, est une séquence d'accusation, mais qui est présentée comme un témoignage, terme qui normalement
a une composante juridique, Bien sûr. mais alors même que la justice est récusée, puisqu'au départ, Adèle Haenel explique qu'elle ne veut pas porter Absolument. plainte. La justice était récusée comme patriarcale. Donc on reviendra peut-être sur cette question de la justice patriarcale. Qu'est-ce que ces activistes entendent par là? Mais ensuite, elle a été en quelque sorte contrainte de porter plainte parce que le parquet, comme les faits n'étaient pas prescrits, les faits allégués n'étaient pas prescrits, le parquet a ouvert une enquête et sur quoi elle a porté plainte. Et donc, à la suite de quoi Christophe Ruggia a été, alors ça a été assez étonnant ce qui s'est passé pour Christophe Ruggia, parce qu'il a été mis en garde à vue pendant 48 heures. On se demande pourquoi. Enfin, il manquait plus que le raid pour venir le chercher chez lui, hein, comme si c'était un dangereux terroriste. Il est donc garde à vue de 48 heures, comme s'il allait ne pas se présenter à la justice et comme si les faits risquaient de se perpétuer. Et il a fait l'objet d'une mesure d'obligation de soins psychiatriques pour délinquants sexuels alors qu'il n'y avait pas de procès, pas d'expertise psychiatrique, ce qui était des atteintes caractérisées à la présomption d'innocence. Alors son avocate a réussi au bout de quelques semaines, quelques mois, à faire lever l'obligation de soins psychiatriques. Et là, tout récemment, il y a peut-être une dizaine de jours, elle a obtenu que la garde à vue soit rétroactivement annulée, c'est-à-dire considérée comme illégale. C'est-à-dire, au fond, on prétendait rendre la justice en violant la loi. C'est-à-dire ne pas respecter, on brandit le code pénal, mais on ne respecte pas les règles de la procédure pénale qui garantissent à tous l'égalité devant la justice. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on en arrive là. Alors et c'est ce que vous montrez dans le livre. Premier point, quand je disais vous analysez les mots, vous pointez l'ensemble du vocabulaire utilisé autour de l'affaire Adèle Haenel, mais aussi dans l'ensemble des réflexions actuelles sur le féminisme, et notamment cette idée de récit, l'idée d'imposer un nouveau récit. Expliquez un petit peu de quoi il s'agit. Alors c'est très important, cette question du vocabulaire, juste un tout petit mot avant de revenir au récit, c'est qu'effectivement j'ai une transcription entière sur papier de l'heure et demie, ce qui m'a permis de bien analyser en effet le discours qui était tenu, et j'ai observé que par exemple le mot de victime revenait un nombre incalculable de fois, environ 17 fois en une heure, ensuite de nouveau dans la demi-heure. Je venais de lire un livre de témoignages de femmes syriennes qui s'appelle 19 femmes qui sont passées soit par les prisons de Bachar el-Assad, soit dans les mains de Daesh. Le mot de victime n'apparaît pas une seule fois, cherchez l'erreur. Le mot de survivante aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ce que ça veut dire. Maintenant, la question du récit, elle est fondamentale en effet. Et ce que j'ai développé dans ce texte-là, dans ce livre, en fait s'inscrit dans la suite de ce que j'avais étudié dans un livre précédent sur la pensée, enfin les théories de Judith Butler, qui ne cesse concernant la question à la fois du genre et des minorités culturelles, puisqu'elle déduit ces deux termes-là, ces deux réalités-là, selon les mêmes logiques, c'est-à-dire ce sont des produits de la domination qui sont en fait un discours hétéro-patriarcal, occidental, etc., etc. C'est-à-dire la question du discours est en fait au cœur de ces mouvements-là et du récit, parce que qu'est-ce que c'est qu'un récit? C'est une vision du monde. Un récit est une vision du monde qui prétend se substituer à une vision du monde précédente, laquelle est supposée organiser le monde social. Et le nouveau récit est le nouveau récit féministe qui doit se substituer au récit dit de la culture du viol. Sauf que le problème principal dans cette idée de récit, c'est qu'en réalité la question des faits et de la réalité est produite en réalité dans leur esprit par le récit lui-même. Oui, si on veut le dire, peut-être si j'utilise mes termes un peu plus simples, le réel ne peut plus être caractérisé objectivement, et le réel est produit par le récit, de telle sorte qu'il n'y a pas une vérité, il y a ce que le récit impose. Exactement. Et du coup, on va remplacer par un autre récit qui imposera un autre réel. C'est la logique des faits alternatifs chez Donald Trump. C'est-à-dire, du moment que je le dis, c'est vrai, c'est-à-dire la question de la réalité extérieure comme limite. Enfin, on peut dire toutes sortes de choses sur la réalité extérieure, avoir un point de vue, tâcher de l'analyser avec différents outils, la raison, la rhétorique, tout ce que vous voudrez. Néanmoins, la réalité, elle est externe au discours, elle est extérieure au discours. Voilà, c'est une logique de type négationniste. C'est ce que Judith Butler appelle la dimension
performative du genre. Ce qui est une vision totalement magique de la question de la performativité. Parce qu'en linguistique, je veux dire, dans les théories sur la question de la performativité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mots agissent. Évidemment que les mots agissent. Ce qui existe quand on dit, par exemple, « je jure ». C'est le fait de prononcer cette phrase qui fait que l'on jure et que donc c'est vrai, mais attention, ça ne suffit pas de dire « je jure », c'est lié à un contexte particulier. Si vous dites sur une scène de théâtre, supposons qu'il y a une scène de mariage dans une scène de théâtre, et voulez-vous prendre pour époux ou pour épouse tel ou tel, et que vous dites oui, quand vous sortez de scène, vous n'êtes pas marié. Vous voyez, si c'était le cas, ce serait de la pensée magique, c'est-à-dire les mots font le mot chien mort, si vous voulez. Voyez, donc c'est une vision totalement aplatie et simpliste de la performativité, c'est-à-dire il est bien évident que la réalité de ce qui est produit par les mots, les discours, les idéologies, c'est un certain registre de la réalité, mais il n'épuise pas le réel. Et il ne peut pas se substituer surtout au réel. C'est à peu près comme si vous disiez, supposons que quelqu'un, je donne cet exemple, tombe par la fenêtre et s'écrase au sol, il y a une flaque de sang au sol et le type est en disloqué. Et ben c'est comme si vous disiez, non, ce n'est qu'un discours. Peut-être, mais les faits sont têtus, comme disait Lénine. Donc on se substitue, les faits, au fond, out, et l'analyse rationnelle du coup des faits et le débat avec une argumentation de type rationnel est en quelque sorte exclu au bénéfice d'une rhétorique où c'est celui qui est le plus puissant, qui parle le plus fort, qui a raison. Et Ginsburg, qui a analysé les discours négationnistes, le disait très bien. Il a analysé les discours par exemple, d'un historien américain qui s'appelle Hayden White, qui dit, en fait, dans la lignée de Roland Barthes, c'est pas le meilleur de Roland Barthes quand Roland Barthes dit la langue est fasciste, ou bien que le discours de fiction et le discours de l'histoire sont de même nature parce que l'histoire est aussi un récit. Bien sûr que l'histoire est un récit, mais c'est un récit qui obéit à certaines règles et il ne fabrique pas la réalité. Il fabrique une interprétation de la réalité. Et là, c'est comme si l'interprétation était toute puissance et produisait le réel. Donc il suffit d'une nouvelle interprétation pour changer le réel, ce qui est évidemment une illusion complète. Enfin, c'est une illusion, mais dans cette guerre du langage qu'on voit, parce que de fait, le néo-féminisme s'appuie sur une forme de guerre du langage. Oui. On le voit évidemment, la partie émergée de l'iceberg, c'est l'écriture inclusive. Bien mais sûr. En fait, il y a un nombre incalculable de mots qui sont en train de s'imposer dans le langage courant via les journalistes, qui adoptent ces mots-là. Nous avons eu des débats à Marianne sur la question, par exemple, du féminicide. Est-ce qu'on adopte ce mot féminicide, sachant que c'est... En fait, on peut analyser les assassinats, les crimes entre époux comme étant le fait non pas d'une question de genre, mais d'un rapport de couple. Et d'ailleurs, il y a des hommes qui sont victimes de femmes, même s'ils sont nettement moins nombreux. Donc la question de l'adoption par les journalistes de ce discours-là joue un rôle absolument essentiel, me semble-t-il. Complètement. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'à la place d'un travail de pensée et de rigueur dans l'usage des mots, en fait, ce qui vient prendre la place de ça, ce sont au fond des termes de propagande. Et au fond, plus ils sont répétés, plus ils sont efficaces. C'est comme ça, c'est ça le principe de la propagande. Plus c'est simplet, plus ça parle d'ailleurs à l'émotion plutôt qu'à la raison, plus ça marche. Vous vous souvenez peut-être du livre de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich. Il montre très bien comment les mots ordinaires sont réduits à devenir des vecteurs de propagande et de communication publicitaire. Donc plus c'est martelé, plus les gens, sans réfléchir, c'est comme la publicité, c'est des slogans, et les slogans sont au fond en quelque sorte juste des outils de prise de pouvoir. Et non pas... Alors justement, le mot féminicide, c'est très intéressant ce mot, parce que bien évidemment que ça peut exister un féminicide. Par exemple, il y a quelques années, vous vous souvenez de cet épisode au Canada, dans une université, un étudiant est arrivé dans une salle de cours, a fait sortir tous les hommes et a tué toutes les femmes. Ça, c'est un féminicide, c'est-à-dire il les tuait parce que c'était des femmes. De même, quand les avortements sélectifs de fœtus féminins en Inde. Bien. Mais la question du crime par compagnon ou du crime conjugal, bien entendu au fond on prend pour une causalité ce qui est une corrélation. C'est-à-dire il est certain que, et c'est plus ou moins puissant selon les sociétés, avec la question des crimes d'honneur par exemple, que le genre,
c'est-à-dire le fait d'être une femme, intervient dans le fait que certains hommes sont persuadés que la femme est leur propriété, mais ça c'est corrélé, c'est une corrélation, c'est pas une causalité. Et c'est beaucoup plus, et certainement pas une causalité simple, parce qu'on sait bien que dans les affaires de couple, c'est autrement plus compliqué que ce qu'on nous raconte. Mais simplement, c'est beaucoup plus difficile d'analyser une corrélation et de penser l'émancipation d'une femme, et que les hommes se rendent compte que les femmes ne sont pas leur propriété, que de penser une causalité. Donc il y a deux registres, vous voyez. Bien sûr, ce sont des histoires de couple qui peuvent virer au crime, plus ou moins intentionnel d'ailleurs, parfois oui. Et puis, il y a aussi cette dimension de la réflexion, du fait qu'il faut analyser le fait qu'en effet, il y a beaucoup plus de femmes tuées par des hommes que l'inverse, mais c'est une corrélation à analyser, et c'est pas pareil. On va y revenir à la question on va dire de la violence masculine, mais je voudrais prolonger un peu cette question du langage, parce qu'il y a un chapitre de votre livre sur spécifiquement la référence à la Shoah dans le langage des néo-féministes. Et vous pointiez à l'instant le fait que le mot victime et même le mot survivante est utilisé, et qu'en fait on n'a plus des plaignantes qui accusent, on a des victimes qui témoignent exactement comme... et le parallèle, c'est pas vous qui le faites, hein. Il est construit par certains théoriciens, on va dire plus ou moins, disons, extrémistes et avant-gardistes, mais en tout cas, il est construit. Enfin, surtout qui n'ont pas grand-chose dans la tête, je pense, parce que c'est tellement... Cela dit, il y a quand même une remarque que je voudrais faire, c'est que ce qui me frappe, c'est que ce genre de choses, dans les années 70, aurait été totalement impossible. Parce que vous imaginez bien que des femmes comme Simone Veil ou Annelise Stern ou d'autres, il y avait un hommage à Annelise Stern récemment, qui est une psychanalyste qui est rescapée, qui est passée par les camps, etc. Je veux dire, il y a des femmes, Charlotte Delbo, etc., il y a des femmes qui savaient de quoi ils retournaient. Donc c'est bien sur fond d'un oubli et d'une banalisation de quelque chose, qui est extrêmement inquiétante évidemment, que la référence extrêmement perverse à la question des crimes de masse et des crimes contre l'humanité est faite. Donc ça c'est une première remarque, parce que c'était inimaginable. Aujourd'hui on nous parle de passe nazitaire, on nous met l'étoile jaune à tout bout de champ. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne peut que heurter évidemment des gens qui ne sont évidemment plus là, puisqu'ils meurent les uns après les autres. C'est-à-dire que c'est plus du tout réel en fait pour les gens. Et on a beau enseigner cela, encore que ça devienne assez difficile à enseigner dans certains endroits. En fait, ce qui est compliqué, ce qui est tordu, c'est que c'est le mal par excellence, le point Godwin, si vous voulez, qu'on convoque, mais en même temps en le désactivant. Donc là, il y a quelque chose d'absolument inacceptable. Néanmoins, c'est vrai que c'est cela qui sert à intimider, et que c'est entré non seulement dans le langage ordinaire de ces personnes, des activistes, mais même dans le langage de personnes au gouvernement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors moi, ce qui m'a en effet, vous me parliez tout à l'heure de pourquoi je suis partie d'Adèle Haenel, ce qui a déclenché aussi ma décision de faire ce livre, plus une décision qu'un souhait, parce que ce n'était pas très agréable à faire, c'est un article d'un universitaire qui comparait en fait Adèle Haenel à Primo Levi, ce qui est quand même assez énorme, mais il développait tout ça. Il développait tout ça en disant que son témoignage avait la force de ceux des films de Claude Lanzmann, par exemple, ce qui était quand même une énormité. Donc tout le monde dit c'est une énormité, néanmoins, cet universitaire à Pignon-sur-Rue. Il tient un séminaire sur les crimes de masse à l'école des hautes études, avec 2 autres personnes. Donc c'est quelqu'un qui a une légitimité universitaire, même si c'est un universitaire médiocre. Et puis personne n'a poussé des cris devant ça, en disant oh, quand même ça exagère. Et puis par la suite, j'ai creusé un peu cette affaire et je suis tombée sur un livre d'un psy quelconque, qui est publié dans une collection de psychanalyse, qui s'intitule Le viol comme génocide individuel. Alors déjà, je vous laisse apprécier l'oxymore, mais comment il s'y prend ? Il s'y prend par l'essentialisation, d'une part, en disant, au fond, quand on viole une femme, on veut exterminer le féminin en elle. Voilà. Et ensuite, il explique que c'est comme la Shoah parce que c'est un crime sans cadavre. Donc il vaut mieux vous faire tuer. Et en plus, c'est une étrange vision de la Shoah, qu'il n'y aurait pas de cadavre. Ce n'est pas parce qu'on les a réduits en cendres qu'il n'y a pas eu de cadavre. Ne parlons pas de la Shoah par balle. Donc, et cette histoire de crime sans cadavre, figurez-vous que je l'ai retrouvée dans un tweet d'Adrien Taquet. Oui, c'est hallucinant. C'est hallucinant, et avec des guillemets, c'est-à-dire qu'il se référait à ce livre.
Et j'ai entendu au moment des affaires de l'affaire Duhamel que sur l'inceste, c'était un crime contre l'humanité, etc., etc. C'est-à-dire d'ailleurs la demande de certaines associations d'imprescriptibilité pour toutes les atteintes, pour les infractions sexuelles, les crimes sexuels, c'est les mettre sur le même plan que les crimes contre l'humanité. Je n'ai jamais vu personne demander que, par exemple, le crime du gang des barbares soit considéré comme un crime contre l'humanité, alors qu'il y avait une motivation antisémite particulièrement évidente. Bon, mais c'était un fait divers. Alors, le viol, c'était bien évidemment un crime. Ce n'est pas la même chose, le viol, quand on est dans une société où le viol est puni. Et on a mis du temps, c'est les féministes des années 70 qui ont abouti à criminaliser le viol. Ou bien quand c'est un viol de guerre, viol arme de guerre, ou etc. Ou bien comme viol de punition dans certaines sociétés. Donc le viol, c'est un crime. Ce n'est pas la même chose qu'un crime contre l'humanité. Et il y a des viols qui sont commis dans le cadre de crimes contre l'humanité. Mais revenons un petit peu sur ce qu'est MeToo. Parce que ce que vous nous décrivez là, certains vont le considérer comme une déviance, un excès, en effet, c'est un universitaire, donc celui-là est cinglé, etc. Mais justement, ce que vous montrez, c'est que ce langage, cette distorsion du langage est en train de s'étendre. Mais pour autant, MeToo a connu un succès, a répondu à une attente de beaucoup de femmes qui ont éprouvé le besoin justement de dire moi aussi j'ai subi du harcèlement, des blagues salaces, des regards, moi aussi j'ai subi des attouchements. Comment passe-t-on de cette frustration, c'est même cette souffrance de femmes qui subissent ça et qui en ont assez et qui ont besoin de l'exprimer, et MeToo a répondu à ce besoin, à ce que vous décrivez comme étant une façon d'imposer une vision du monde, une vision des rapports hommes-femmes, une vision de la sexualité. Pourquoi on passe de l'un à l'autre et est-ce que ça aurait pu être autrement ? Écoutez, c'est vraiment une des questions que je me suis posée, puisque, comme je vous le disais au début, moi j'étais très partagée sur ce mouvement, parce que naturellement, un certain nombre des pratiques dénoncées étaient des pratiques tout à fait odieuses. Et comme je vous disais, c'est quand même une bonne nouvelle que les femmes puissent dire non, ça c'est pas possible. La seule chose, c'est que, alors oui, bien sûr, seulement les réticences que j'avais qui sont arrivées assez vite, au moment de la tribune de Neuve, face à l'extrême violence des réactions. On rappelle juste la tribune de Neuve. En fait, Catherine Deneuve est une des signataires d'une tribune initiée par Peggy Sas, Catherine Millet, Anoush Chalmani, etc. Donc elles ont écrit une tribune au début de MeToo, après Balance ton port MeToo, puisque c'était très très vite, c'était très lié. Il y avait eu d'ailleurs dans Le Monde, après Balance ton port, une page entière de Irène Théry disant que c'était extraordinaire. Bon, donc c'était même chic, Balance ton port. Bien. Et cette tribune a été... ces femmes ont pris la plume, dont certaines étaient des signataires du manifeste des 343 salopes sur l'IVG, quand même. Il ne faut pas l'oublier, Catherine Deneuve, par exemple. Et elles ont voulu dire que, en fait, la meute, les effets de meute, c'était pas possible. Et que, après tout, il fallait quand même arrêter de faire tout un plat. Ça commençait en disant le viol est un crime, hein, mais par faire tout un plat d'un certain nombre d'atteintes sexuelles qu'il fallait peut-être un petit peu relativiser sans tout mettre dans le même sac. C'était une tentative, on va dire, de distinction des différentes échelles. Sauf que il me semble que cette tribune, moi j'avais des réserves sur cette tribune, je l'ai trouvée maladroite, je l'ai trouvée en miroir. Pour différentes raisons, on ne va pas s'étendre sur cette tribune, mais ce qui m'a frappé, c'est l'extrême violence des réactions de femmes, avec y compris des appels au viol, des choses comme ça. Donc ça ne me semble pas hyper féministe. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà. Et puis alors, du coup, je me suis dit, mais pourquoi ai-je des réticences ? Et comme j'aime pas ne pas comprendre ce que je perçois, je me suis dit, il faut que je creuse un peu la chose. Et en travaillant, vraiment, en dépliant, comme vous dites, les discours, en les analysant, les discours et les pratiques, donc en me documentant énormément, puisque c'est un livre au fond fondé sur une enquête en réalité, hein, eh bien, je me suis aperçue que ce qui n'allait pas dans MeToo, c'est pas la cause. Bien sûr que la cause, elle est juste. Mais ce qui n'allait pas, c'était les logiques qui gouvernaient, en fait, à la fois les logiques intellectuelles et les pratiques de MeToo. Donc c'est ça qui m'a paru qui m'a conduite à penser
et a essayé de démontrer, je pense y être parvenu, que MeToo, c'était une juste cause, mais c'était un mouvement en tant que tel structurellement vicié. Vicié voulant dire tout simplement que ces logiques sont des logiques falsifiantes, falsificatrices et falsifiées, et que ça produit en fait une illusion de libération. C'est pour ça que ça s'appelle le mirage. Ça s'appelle le mirage en fait pour deux raisons. D'abord parce que dans l'illusion d'optique, vous savez, je crois qu'on appelle l'effet Fata Morgana, on voit un objet, une réalité, sauf qu'on se trompe complètement sur l'endroit où se trouve cette réalité. Donc on arrive là-bas, on voit une oasis comme dans Tintin, vous voyez, on arrive et en fait c'est le désert, on meurt de soif. Donc c'est pas un succès, ça ne veut pas dire que l'oasis n'existe nulle part. C'est la même chose, les questions soulevées par MeToo existent, bien entendu. Mais la façon dont elles ont été très rapidement, y compris dans la logique même du moi aussi, peut-être qu'on y reviendra, parce que j'ai étudié comment ça fonctionnait, ce moi aussi, et que ce n'est pas du tout la même chose que le moi aussi des 343 femmes qui ont signé le manifeste. Il me semble que, à partir de là, ce qui se passe, c'est que, je dirais, c'est un mouvement structurellement vicié qui a eu néanmoins, et je ne le nie nullement, un certain nombre d'effets bénéfiques de prise de conscience. Seulement, le problème, c'est que ces prises de conscience se sont faites d'un côté sur le mode purement accusatoire et auto-victimaire, avec tout ce que ça peut produire comme effet j'arrive pas à m'émanciper si mon identité est d'être une victime, et de l'autre côté, en fait, soit de battre sa coulpe d'une manière absolument absurde et qui tétanise un certain nombre d'hommes et notamment de jeunes hommes, soit au contraire d'en rajouter dans le machisme, voire Zemmour. Alors, revenons sur justement la différence avec les 343 salopes, parce que ça permet de comprendre justement votre critique du mouvement. Ce que vous expliquez, c'est que le manifeste des 343 salopes, ce sont des femmes qui affirment avoir accompli un acte qui est en fait interdit par une loi injuste. Absolument. C'est ça le principe. Absolument, et elles s'exposent à des poursuites pénales, à aller en prison. Alors évidemment, comme un certain nombre de ces femmes il y avait Delphine Seyrig, etc., on n'allait pas mettre Delphine Seyrig en prison. Néanmoins, elles ont utilisé leur notoriété, pas du tout sur le mode de la glamourisation actuelle, parce que je vous ferai remarquer qu'on a MeToo ceci, MeToo cela, mais on n'a pas MeToo caissière, par exemple. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'Adèle Haenel, on ne peut pas dire non plus que ce soit une image de la féminité dans toutes ses dimensions. D'autant qu'elle dit bien. Et il y a cette glamourisation. Oui, et elle dit bien que c'est parce qu'elle est puissante. Bien sûr. Et qu'elle est plus puissante que son prétendu agresseur, supposé agresseur. Et donc c'est vraiment j'écrase. Et face à ça, MeToo fonctionne au contraire comme une sorte, j'allais dire presque d'appartenance communautaire. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ont eu cette idée qu'elles allaient rejoindre cette communauté des victimes. Oui, alors justement, donc, la différence, donc le manifeste des 343 salopes, c'est une affirmation. Elle s'expose, elle, à des poursuites, et ce n'est pas accusatoire. C'est un acte pour contribuer à faire changer une loi injuste, et ça a été très important. Il y avait eu le procès de Bobigny juste à ce moment-là, juste avant. Bon, en revanche, MeToo, c'est tout à fait autre chose. D'abord, vous dire, moi aussi, ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain, c'est-à-dire, c'est pas très, enfin moi aussi, et qu'est-ce que ça veut dire moi aussi? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que elle le disait très bien, Irène Théry, dans sa grande page dans Le Monde, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, on va dire, de mutualisation des différentes atteintes ou supposées atteintes sexuelles. C'est-à-dire qu'ils vont du poème de Ronsard, que des agrégatives de philosophie ont considéré risquant de traumatiser les jeunes filles, les élèves, qu'au poème interprété en plus à tort comme une fantaisie de viol, parce que si on lit le poème, c'est même pas ça. On va du poème de Ronsard, en passant par le baiser volé là, du film de Truffaut, à l'incident très désagréable du frotteur dans le métro, bon, mais ça n'arrive pas quand même 300 fois par jour à une femme, ou aux propos graveleux d'Éric Brion, qui ont, paraît-il, gravement traumatisé Sandra Muller, au viol. Donc tout ça est mis, les talons or, si on peut dire, de l'offense étant le viol. Donc tout ça est mis dans le même grand fleuve de l'offense, les petits ruisseaux faisant les grandes rivières. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Je pense que c'est une comparaison un petit peu peut-être choquante, mais vous vous souvenez, dans les régimes sous Mussolini, par exemple, ou même Hitler, toutes les femmes qui donnaient leurs alliances au Führer pour fondre de l'or, ou leurs bijoux. Donc le petit bijou et le gros bijou, tout ça est mis dans le même baquet pour
fondre en fait de la richesse. Et c'est quoi cette richesse de MeToo? C'est l'énorme, l'immensité massive de la masse des victimes. Et l'effet de masse, non seulement ça ne me paraît pas quelque chose de très émancipateur, mais de très, au contraire, c'est une sorte de conformisme de dire moi aussi, mais ça écrase les paroles singulières. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que là, on a actuellement une série qui s'appelle H24, dont la promotion est faite sur différentes chaînes, qui raconte donc par des personnages, par diverses actrices, des cas de femmes subissant soit des viols, des atteintes, des agressions, etc. Et on est dans cette rhétorique-là. H24, ça veut dire que ça arrive 24 heures sur 24. Et je suis assez frappée de me dire que on transforme la vie des femmes en cauchemar absolu. Oui. Or, Dieu sait que nous avons toutes subi, les frotteurs dans le métro, l'exhibitionniste, les blagues graveleuses, même une forme de machisme qui bloque dans la progression professionnelle. Enfin, ça ne me viendrait pas à l'esprit de considérer que c'est à mettre sur le même plan qu'un viol. Bien sûr que non. Mais c'est bien entendu. D'ailleurs, elles vous diront qu'elles ne mettent pas tout à fait tout sur le même plan que le viol, mais que, en fait, tout ça relève de la même logique qui est la culture du viol. Donc, à partir de là, c'est comme qui vole un œuf vole un bœuf, si vous voulez. C'est une phrase qui nous dit que, alors, un œuf et un bœuf, c'est pas la même chose, mais l'acte de voler est le même. Tandis que dans MeToo, c'est même pas ça. C'est pas qui viole un œuf, viole un bœuf. C'est que violer ou jeter un regard interprété comme importun, parce que c'est aussi une façon de recevoir le regard, eh bien va être considéré comme de toute façon une atteinte, avec l'idée que, d'ailleurs c'est intéressant parce que pour revenir 2 secondes à Adèle Haenel, à la fin elle lit une lettre qu'elle a écrite à son père, puisque pendant toute la séquence il est très peu question des faits, il est question du peuple intersectionnel, et c'est un élément important parce que MeToo appartient à toute cette mouvance-là, peut-être qu'on en dira un mot, mais elle dit, c'est extraordinaire, je l'ai pratiquement, enfin pas tout à fait mot pour mot, mais elle dit, il n'est pas passé à l'acte parce qu'il n'aurait pas pu sans ça se regarder dans la glace comme le violeur qu'il était. Autrement dit, c'est le viol par abstention. C'est ça. Il n'est pas violeur, mais au fond il l'était. Mais c'est parce qu'il est violeur, c'est parce qu'il est violeur et qu'il ne l'admet pas qu'il ne m'a pas violé. Donc à partir de là, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire les hommes sont intrinsèquement des porcs plus ou moins révélés, plus ou moins rééduqués. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut les rééduquer. Et les femmes sont des proies par essence. Il me semble que c'est une vision particulièrement, non seulement simpliste et simpliste, mais particulièrement fausse de la relation entre les hommes et les femmes, mais aussi de la relation, enfin de la sexualité, y compris entre des hommes et des hommes et des femmes et des femmes. Parce que de la violence, je peux vous dire qu'il y en a entre des femmes et entre des hommes. Oui, quand on analyse les chiffres des violences conjugales, les couples homosexuels ne sont pas Et quant au rapport de domination, moi qui suis psychanalyste, j'écoute quand même pas mal d'histoires, je peux vous dire que les femmes qui sont dans des couples lesbiens ou les hommes qui sont dans des couples gays n'ont rien à envier à certains couples hétéros. Il peut y avoir des histoires d'amour magnifiques et des histoires d'amour, ou pas d'amour, enfin de domination épouvantable dans tout type de couple. Mais justement, c'est-à-dire que ce que nous révèle tout ce mouvement et la façon dont il est en train de tourner, c'est quand même une conception, vous le disiez, de la sexualité qui est très particulière. Alors vous récusez la dimension puritaine de cette vision de la sexualité. Pour le coup, je me pose la question, parce qu'il y a quand même chez beaucoup de néo-féministes, d'abord une détestation de la sexualité en général, que je trouve totalement dingue, une forme de jugement moral permanent où finalement la sexualité doit s'appuyer sur le consentement absolu, comme si nous étions tous au fait de nos désirs. C'est ça en fait moi qui me frappe, c'est cette espèce de fantasme qu'il y aurait coïncidence totale entre la conscience et les désirs, et que s'il n'y a pas de désir, la sexualité est mal, et que donc il faut qu'il y ait désir et il faut qu'il y ait consentement, et que ce consentement on sait quel il est. Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, oui, alors quand je dis je récuse la vision puritaine, au sens, disons bien entendu qu'il y a un effet de puritanisme extrême, mais en même temps, moi ce qui me frappe, c'est le caractère particulièrement ordurier d'un certain nombre de slogans qui s'accommodent peu avec quelque chose de purement puritain, c'est-à-dire il y a une violence, enfin peut-être c'est un retour du refoulé, j'en sais rien, mais il y a une sexualisation extrême
de l'injure, etc., etc., qui n'a rien à envier aux pires injures machistes. Hein. Donc, bon, et sans humour, parce qu'il n'y a pas du tout d'humour. Donc, ce que je veux dire, c'est que plus que du puritanisme, il y a, disons, on pourrait dire un puritanisme politique. C'est-à-dire qu'au fond, un peu comme chez les talibans, un ministère, il faudrait bientôt, comme je le dis dans une tribune que j'ai publiée chez vous récemment, bientôt on aura un ministère, à quand un ministère de la prévention du vice et de la promotion de la vertu, qui chez les talibans, je vous ferai remarquer, a remplacé le ministère des Affaires féminines. Oui. Bon, c'est intéressant. Donc on est quand même là-dedans. Et sur la sexualité, il y a une méprise extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un moment totalement pré-freudien. C'est-à-dire il n'y a pas d'inconscient, ça n'existe pas. Tout est contractualisé, comme si... Et en même temps, on n'est même plus un sujet, puisqu'on est considéré comme une proie. Donc je ne vois pas comment une proie peut consentir. Enfin, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que ce qui est effacé dans cette vision de la femme, c'est le fait qu'elle-même ait envie de susciter le désir des hommes. C'est-à-dire que comme le désir des hommes est criminalisé, la femme serait cette chose totalement pure qui à aucun moment n'essaye de susciter le désir. Bah c'est ça, c'est-à-dire pur, c'est-à-dire en fait comme si, mais à partir du moment où c'est juste une chose. Alors il y a une confusion aussi dans le vocabulaire, c'est-à-dire la question de l'objet. Bien entendu que dans les rapports humains, il y a un sujet, un objet. C'est-à-dire on est toujours l'objet du désir, de la haine, de l'attention de l'autre. Mais ça ne nous empêche pas d'être un sujet. C'est-à-dire qu'on est un partenaire dans une relation et c'est mutuel, même si ce n'est pas nécessairement symétrique. Et elles confondent, elles font comme si c'était des choses en réalité, c'est-à-dire des espèces de poupées inertes qui ne font que subir passivement, sans aucune puissance sexuelle propre, ni désirante. Et on peut désirer séduire, on peut désirer être séduit. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les femmes. Hein, comme si c'était juste à sens unique, c'est-à-dire que toute la sexualité était reversée du côté du masculin. Ce qui est quand même une chose très très folle, hein, et qui n'a rien à envier aux religions. C'est-à-dire les hommes ont des mauvais penchants et les femmes doivent soit se voiler, soit si elles se baladent à moitié nues, bah, c'est juste que c'est plus confortable, il fait plus chaud, mais alors ne regardez pas ce sein que je ne saurais cacher, quoi. D'ailleurs c'est ça qui se passe dans les débats sur, par exemple, le crop top à l'école, etc. Bon, outre le fait qu'on évacue l'idée que l'école est un lieu spécifique, ça c'est totalement intéressant, mais surtout, on laisse croire à des jeunes filles, dont beaucoup sont mineures, on laisse croire qu'elles n'ont, quand elles s'habillent, aucune volonté de tester ce pouvoir de séduction qu'elles sentent naître. Oui, oui. Or, il me semble qu'il vaudrait mieux leur expliquer qu'en effet, elles sont en train de le tester, que ce n'est pas mal, qu'elles ont parfaitement le droit, mais qu'il faut qu'elles maîtrisent cet outil. Absolument, je suis tout à fait de votre avis. D'abord, effectivement, pour revenir à la question du crop top à l'école, l'école, on est là pour apprendre. Il y a des tas d'autres endroits dans la vie où on peut s'amuser à séduire naturellement. Et on peut aussi séduire à l'école d'une autre façon. Je veux dire, on peut aussi séduire par son intelligence. C'est l'avantage de l'école, c'est par la parole, on est censé apprendre on est censé se distinguer par exactement. Donc ça, c'est quand même comme si voilà. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. J'étais tombée sur un texte absolument extraordinaire d'une militante, Fatia ou quelque chose comme ça, Ben Omar. D'ailleurs, qui explique, qui met exactement sur le même plan, mais c'est très intéressant qu'elle le fasse, dans un manifeste contre Polanski, le crop top et le voile. Mais oui, je me souviens de c'est formidable parce qu'en fait, on s'aperçoit que la logique est la même mais inversée, c'est-à-dire en gros, ce sont en fait des marqueurs de genre, au sens du genre qui exclut le sexe d'une certaine manière, et d'une certaine manière, c'est juste des affirmations de genre mais qui n'ont aucune implication sexuelle. Or, et le voile et la tenue sexy sont des tenues qui ont un sens, évidemment, en rapport avec la question sexuelle. Dans un cas, c'est pour cacher ce corps qui suscite la lubricité masculine, et dans un autre, le corps va susciter la lubricité masculine, mais ce sera comme un sérum de vérité du méchant male gaze, regard masculin. Donc c'est dans les deux cas, c'est la même chose, mais qui est une négation, alors pas du tout féministe à mes yeux, du pouvoir de séduction des femmes et de leur liberté de séduire. C'est le problème là-dedans est sans doute qu'il y a une dimension qui, moi, me frappe, qui est le rapport plus ou moins assumé à la nature là-dedans, c'est-à-dire la question de ce que c'est que le désir, de la façon dont les êtres humains, en fait,
transforme et transcende ce qui est de l'ordre d'un besoin naturel. Et là, on a l'impression que finalement, on ne sait pas très bien si ces féministes, ces néo-féministes, considèrent que les hommes que tout serait construit et que en fait cette culture du viol est purement, on va l'effacer par un nouveau récit, ou si l'homme, et j'ai eu l'impression que c'est les deux à la fois, serait intrinsèquement mauvais parce que sa nature serait le désir sexuel qui lui est criminalisé. Alors évidemment, c'est plein de contradictions. Et c'est pas du tout beauvoirien. C'est-à-dire beauvoirien, vous vous rappelez, elle dit on ne naît pas femme, on le devient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un donné anatomo-physiologique, etc. Mais ce qu'elle explique, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la culture et de la construction, c'est la manière dont les sociétés ont interprété cela et s'en sont ressaisis. Et il y a un petit livre formidable d'Erwin Goffman qui s'appelle L'arrangement entre les sexes, qui dit c'est plus la religion, ce n'est pas la religion, c'est le genre qui est l'opium du peuple. Bon, c'est très intéressant et très drôle en plus. Il y a une analyse des toilettes hommes-femmes à mourir de rire dans ce livre. Bon, donc Simone de Beauvoir, que dit-elle? Elle dit que l'émancipation, c'est se ressaisir singulièrement de ces données de cette donnée, de se donner, tout simplement. Quand je dis nature, c'est pas au sens d'une idéologie naturaliste, hein. C'est juste le donné matériel, si vous voulez. Et puis, c'est le réinterpréter d'une autre manière, donc faire avancer quelque chose qui est historiquement constitué. Mais ces personnes considèrent le genre d'une autre manière. C'est-à-dire le genre, ça n'est pas du tout, à leurs yeux, ce que c'est chez Beauvoir, c'est le genre au sens du gender de Butler, c'est-à-dire que ça n'est pas une façon de se ressaisir du donné, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça a été entièrement produit par quoi? Par le phallogocentrisme occidental, comme dit Judith Butler, c'est-à-dire par la domination blanche phallique occidentale, la raison, etc. Comme si dans les autres sociétés, il n'y avait pas de machisme, d'oppression des femmes, etc. Et donc, quelqu'un comme Ouria Boutelja, d'ailleurs, et Judith Butler ne dit pas de choses très différentes, hein, nous vous expliquerons qu'en réalité, le patriarcat, moi j'aime pas ce terme, je préfère l'utiliser comme adjectif, mais disons les sociétés, enfin le patriarcat, disent-elles, est en fait engendré par l'Occident. Et donc, tout ça, etc., etc. En fait, dans la vraie, on est vraiment dans le mythe du bon sauvage, hein. C'est quand même très très méprisant, mais laissons ça de côté. Mais bon, pour ces femmes, pour ces activistes, pour ces idéologies, c'est vrai pour la race, le genre, etc., et la question masculine, féminine, l'entièreté du masculin et l'entièreté du féminin, dont je rappelle quand même que Freud disait que ça fait partie des concepts les plus flous qui soient, mais qu'on les met à la base de nos travaux, ce qui ne veut pas dire qu'on les prend comme argent comptant, mais c'est une sorte de connaissance commune, mais qui est en mouvement dans l'histoire, etc., eh bien, pour eux, au fond, c'est entièrement produit par un discours de la domination. Donc, comme c'est produit par le discours de la domination phallogocentrique, blablabla, du côté du masculin, il y a la domination, et du côté du féminin, il y a être dominé, mais on voit bien dans MeToo Gay, par exemple, que des hommes peuvent se trouver du côté, disons, dans la position féminine, de proie, à condition d'être racisés, comme ils disent. Et voilà, c'est-à-dire, et la solidarité entre les minorités, elle disparaît complètement quand on voit ce qui est arrivé, par exemple, à Christophe Girard. Oui, c'est-à-dire dès qu'il y a en fait, c'est tout le problème de l'intersectionnalité. Dès qu'il y a contradiction, ça redevient extrêmement violent et avec des hiérarchies très évidemment, puisque c'est des logiques purement identitaristes. Toutes ces théories-là. En fait, ce sont des théories, mais ça a un impact très très précis. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire là, en fait, est en train de modeler la vision que une grande part des jeunes filles ont de leur propre féminité, de leur position dans la société. Moi, ce qui me semble extrêmement frappant, c'est quand même que dans toutes les études d'opinion, on s'aperçoit que ces visions du monde s'imposent aux jeunes générations et sont en train de gagner du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conception qu'on peut avoir du féminisme comme lutte d'émancipation des femmes est en train de perdre. Ah bah je le crains vraiment parce que, enfin oui, j'étais très frappée quand même que, par exemple, les combats sur l'interruption volontaire de grossesse, on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas actuels, hein.
On ne peut pas dire qu'il ne soit pas actuel. Peut-être que ce n'est pas trop menacé ici, mais j'en doute, vraiment j'en doute. Mais quand on voit ce qui se passe aux États-Unis et dans plein d'endroits dans le monde, je n'ai vu aucun hashtag mondial des féministes disant je veux pouvoir avorter librement. Et rappelez-vous, quand le juge Kavanaugh a été nommé par Trump, les féministes n'ont pas dégainé, n'ont pas particulièrement insisté sur ses positions archi-conservatrices sur l'avortement et l'incidence de cela s'il est nommé à la Cour suprême, ce qu'il a été, mais sur une frasque sexuelle alléguée 40 ans plus tôt, quand il avait 17 ans, etc., qui était certes pas très ragoûtante sans doute, si elle s'est passée, mais c'était peut-être pas l'urgence féministe du moment. Donc moi, ce que je vois, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que comme il y a une sorte de... Je pense que l'école est assez responsable et les médias, ne parlons pas des réseaux sociaux où c'est vraiment quelque chose, où c'est pas vraiment un endroit de réflexion, on peut pas dire, hein. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de propagande qui glisse. Et puis ce qui me frappe, on en parlait tout à l'heure avant notre débat, c'est à quel point les générations, disons, des adultes, des parents, sont effrayés par l'idée d'un conflit avec leurs enfants. C'est-à-dire, dans la mesure où les enfants, les adolescents pris dans des effets de leurs enfants, pris dans les faits réseaux sociaux, pris dans une sorte de vulgate comme ça, enfin, moi que j'appelle un peu fake féministe, c'est un peu dur de le dire comme ça, mais je suis très atterrée de voir la méprise sur la question du féminisme. Eh bien, ils vont dire, ah bah oui, puis ils vont s'engager dans les pas de leurs enfants sans prendre le risque de ne pas être d'accord. Alors les enfants ont le droit de s'opposer à leurs parents, bien entendu, ils se forment aussi de cette façon, mais ils ne peuvent se former qu'en rencontrant aussi une opposition. Oui, mais parce qu'il y a quelque chose d'abord, j'allais dire, c'est terrible, mais de valorisant, oui, à se sentir appartenir à ce mouvement. Oui. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du syndrome majoritaire, et puis de la part de femmes qui sont d'une génération plus élevée, il y a aussi cette idée qu'on réaffirme sa jeunesse en disant qu'on est du côté de ces jeunes filles. Oui, c'est un peu triste, hein, c'est un peu pathétique. Peut-être aussi à leur décharge, ça les console par rapport au fait qu'il y a eu des années, comme je le disais au début, où le féminisme c'était vraiment une vieille lune, mais je pense qu'au lieu de rappeler un certain nombre de choses, elle s'engouffre dans quelque chose. Et puis j'ajouterais quelque chose, c'est que cette espèce de, non seulement c'est valorisant, mais pour les plus jeunes et pour les plus âgés qui prennent le train fou en marche, je dis train fou parce qu'on voit les effets sur l'état de droit, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est catastrophique. Ouais, notamment à travers la notion d'emprise. D'emprise, et puis la question de la présomption d'innocence, la prescription, Marie Lozé en parle très bien. Je dirais qu'il y a une sorte de terrorisme de la souffrance, c'est un terme qu'employait Ferenczi, le psychanalyste Ferenczi, qui s'est beaucoup d'ailleurs intéressé aux enfants abusés, mais il parle du terrorisme de la souffrance, c'est-à-dire face à quelqu'un qui dit « je suis victime, je suis victime ». Si vous osez dire peut-être que on peut se poser une question et puis on peut faire une enquête, etc., vous êtes méchant. C'est-à-dire c'est c'est un pouvoir, c'est une arme de guerre de dire je suis une victime, de le dire de cette façon, c'est-à-dire sans chercher à s'extraire d'un destin ravagé, mais au contraire en le brandissant comme un drapeau de culpabilisation. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aurait comme véritable féministe aujourd'hui qui puisse prendre en compte les agressions contre les femmes, qui puisse prendre en compte tous les éléments dont nous avons parlé, tous les éléments concrets qui aujourd'hui se relèvent de conquêtes à faire encore. Oui, oui. Comment on reconstruit un féminisme c'est une vraie question, et c'est d'autant plus important sur la question des violences faites aux femmes que précisément pour une femme qui a subi un viol, par exemple, je peux vous dire, et ça je l'ai entendu, que c'est particulièrement insupportable d'entendre que quelqu'un à qui on a tenu un propos graveleux vous explique dans le monde qu'elle a été gravement traumatisée. Ce qui est fondamental pour bien traiter les violences faites aux femmes, c'est de les distinguer. Donc il faut évidemment qu'il y ait des progrès qui soient faits pour accueillir, écouter, mais accueillir, écouter, ça ne veut pas dire d'emblée croire, n'est-ce pas ? Il faut évidemment être extrêmement attentif, mais pour être attentif, il faut utiliser un peu la raison. Il faut faire confiance au fait que les femmes sont des sujets et pas seulement des victimes. Quand bien même elles ont été victimes, elles sont des sujets. Et en tant que sujets, elles ont à assumer par exemple qu'elles portent plainte, et que porter plainte, c'est pas confortable. Même avec le meilleur le plus délicat des enquêteurs, il y a une enquête.
Il y a une confrontation. Et tout ça, ben voilà, c'est pas facile. Donc oui, je pense qu'il est très important déjà de remettre un peu de rationalité et de raison dans tout ça, de se méfier des effets de masse, parce que les effets de masse, l'histoire a montré à quel point ils sont quand même en général assez peu producteurs de grands progrès. Hein, je parle des effets de masse, hein, pas des effets de simples mouvements collectifs, voyez, où il y a de la réflexion, de l'élaboration et effectivement du débat. Là, on dirait qu'il n'y a même pas de débat possible. Donc je ne sais pas, moi je dis il faut essayer de ne pas suivre le vent dominant et puis dire les choses. Et comment on fait pour les hommes? C'est-à-dire, depuis MeToo, on voit défiler sur les plateaux de télévision des hommes qui tous battent leur coulpe et expliquent qu'ils trouvent ça formidable, cette libération de la parole. C'est-à-dire qu'on voit certains dont on sait très bien qu'ils n'en pensent pas un mot, mais qui se sentent obligés parce qu'ils ont la trouille. Donc déjà, une société qui pousse au mensonge et à la falsification de ce qu'on croit. Et derrière, surtout... comment on fait pour, j'allais dire, construire les hommes plutôt que de les déconstruire? Ça, c'est une très très bonne question. Là, je vous engage à aller voir, j'en parlais tout à l'heure, un très joli spectacle de Trinidad, qui est une actrice qui chronique aussi dans l'émission de Brigitte Lahaie, qui s'appelle « Et pendant ce temps, Simone veille », au sens de la veille. Et c'est l'histoire de 4 générations de féministes entre les années 50 et 2010. Et ben voilà, c'est vraiment quelque chose de très utile à aller voir parce qu'effectivement, d'abord, il faut un peu d'humour, il faut un peu de courage, et c'est pas du courage de se mettre dans une masse, c'est suivre, c'est plutôt moutonnier. Et puis, il faut aussi être capable de faire la part des choses pour soi, c'est savoir que les hommes aussi peuvent être des victimes. Évidemment, et que les rapports entre les hommes et les femmes, ça n'a jamais été tellement simple, entre les êtres humains, non, et que voilà, il faut bien sûr que les hommes soient élevés par leur mère, mais vous savez, quand on impose dans des rédactions des cours, des formations contre le harcèlement sexuel auxquels les cas doivent aller, ceux qui n'y vont pas, il y en a quelques-uns qui n'y vont pas, à ma connaissance, certains ont quand même écrit en disant, écoutez, j'ai été bien élevé par ma mère, par mes parents, je ne suis pas un porc, je n'ai pas besoin de vous pour savoir que je ne me comporte pas comme un cochon avec une femme. Donc c'est extrêmement mépris. Et puis en plus, c'est d'un simplisme incroyable quand on voit le contenu de ces formations. C'est-à-dire, c'est encore de la pensée magique. C'est du travail, en fait, l'émancipation des deux côtés. Et l'égalité, c'est du travail. Merci beaucoup, Sabine Merci à vous. Procoris. Merci, je le rappelle, c'est Le Mirage MeToo aux éditions Cherche Midi. Merci.